Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Tally de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows relativement complexe à résoudre. En effet, celle-ci nécessite beaucoup d'énumération et d'exploration avant que l'on puisse atteindre le flag route. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse avec un rapide scan de port. Ici, il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une machine Windows. On retrouve notamment le service MS SQL ainsi que 2IS. Nous allons donc commencer par ouvrir un navigateur et aller inspecter ce qu'il se trouve sur le serveur web. Dans le cas présent, il est clair qu'il s'agisse d'un service SharePoint. Cependant, rien ne semble s'afficher à la page. SharePoint pouvant être pénible à énumérer, nous allons rapidement effectuer une recherche sur Internet afin d'identifier les URL communément utilisées par le service. Ici, nous allons nous intéresser à Site Contents, qui nous permet de voir ce qui est accessible sur le SharePoint. Nous allons donc copier l'URL et tenter d'identifier des informations intéressantes. Cette fois-ci, nous avons plus de détails. On constate notamment la présence d'un item dans Documents ainsi que dans Site Pages. Nous allons donc commencer par analyser le contenu de Documents. Le dossier contient un fichier Word nommé FTP Details, qui pourrait détenir des informations relatives au service FTP identifié précédemment. Nous allons donc télécharger et ouvrir celui-ci. Le document contient bel et bien des informations sur le service FTP, incluant un mot de passe. Cependant, pas d'informations relatives au nom de l'utilisateur. Il faudra donc éventuellement brute forcer celui-ci. Dans un premier temps, nous allons retourner sur notre SharePoint et explorer le dossier Site Pages. Cependant, celui-ci ne s'affiche pas correctement. Il s'agit potentiellement d'un bug, mais la solution réside dans la modification de l'URL. Il suffit en effet de supprimer la partie terminant par le symbole H. Cette fois-ci, nous avons du contenu, une page nommée Finance Team. Nous allons donc cliquer dessus. Malheureusement, même problème que précédemment. Il va donc falloir encore une fois modifier notre URL. Ici, la page parle d'une migration en cours, mais surtout nous offre un potentiel nom d'utilisateur pour le service FTP. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter de nous authentifier à l'aide des informations découvertes sur le SharePoint. Une fois authentifié, nous pouvons constater que celui-ci semble contenir de nombreux répertoires et documents. Afin de nous faciliter la tâche, nous allons donc créer un nouveau répertoire localement et télécharger le contenu du serveur FTP à l'aide de la commande wget. Une fois l'opération terminée, nous pouvons ouvrir le répertoire FTP et inspecter son contenu. Après un petit peu de recherche, il est possible d'identifier un fichier qui passe dans le chemin User Team Files. La prochaine étape est maintenant d'extraire le hash du fichier team.kdbx et de tenter de casser celui-ci. Cette opération peut être effectuée à l'aide de KeyPass2John. Une fois le hash obtenu, il est possible de casser celui-ci à l'aide de John. Une fois le mot de passe récupéré, il ne reste plus qu'à ouvrir le fichier KDBX à l'aide de KeyPass et de voir s'il existe des identifiants intéressants. Dans le cas présent, il est possible de découvrir le mot de passe du compte Finance qui semble permettre d'accéder à un partage. Nous allons donc valider cette information à l'aide de netexec. Notez le paramètre --shares qui nous permet d'afficher les partages disponibles. Dans le cas présent, nous pouvons voir que le partage indiqué dans KeyPass est bien en lecture. Maintenant, nous allons pouvoir nous connecter au partage à l'aide de SMB Client. Similaire au serveur FTP, celui-ci contient une grande quantité de données. Afin de gagner du temps, j'ai déjà identifié le fichier contenant la clé de la solution. Ici, il faut se diriger dans ZZ Migration, puis Binaries et enfin New Folder. À partir de là, il faut télécharger le fichier tester.exe. Cette partie de la machine penche du côté CTF. En effet, la prochaine étape est d'exécuter la commande strings sur tester.exe. Celui-ci contient une chaîne de connexion SQL contenant ce qui s'apparente au compte SA d'une base MS SQL. Le port SQL étant ouvert sur notre machine, nous allons pouvoir tenter de nous connecter avec ces identifiants. En faisant usage de l'outil Impacket MS SQL Client, il est possible de constater que nos identifiants sont valides.
Disposant du compte ESA, nous sommes administrateurs du serveur. Nous pouvons donc théoriquement activer la procédure XP CMD Shell, ce qui nous permettrait d'exécuter des commandes sur la machine. Pour ce faire, il suffit simplement d'exécuter les commandes suivantes. Une fois notre configuration terminée, nous sommes théoriquement en mesure d'exécuter des commandes sur la machine. Malheureusement pour nous, la machine est protégée par un antivirus. Tenter d'exécuter une charge classique avec Metasploit se finit généralement par un échec. Cependant, j'ai découvert que les implants de l'outil Sliver ne semblent pas déclencher d'alerte. Nous allons donc faire usage de celui-ci. Pour créer un implant avec Sliver, il suffit d'exécuter la commande Generate. Spécifier le mode de communication, ici MTLS ou Mutual TLS, et terminer en spécifiant l'IP et le port à joindre. Les options suivantes permettent d'indiquer le nom et l'OS de l'implant. Une fois notre implant généré, nous allons démarrer un listener. Encore une fois, c'est très simple, on spécifie le mode de communication ainsi que l'IP et le port à mettre en écoute sur notre machine. Maintenant, nous allons démarrer un serveur web sur notre machine à l'aide de Python et du module HTTP Server et venir télécharger notre implant depuis la console MS SQL. Ici, nous allons faire usage de la commande PowerShell invoke web request et stocker le résultat dans temp. On peut notamment constater la requête sur notre serveur web. La seconde étape est d'exécuter notre implant. Nous allons donc exécuter une seconde commande via PowerShell afin de démarrer celui-ci. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir un shell dans notre interface Sliver. Pour faire usage de celui-ci, il suffit de faire use et d'indiquer le numéro de session. Dans le cas présent, nous sommes connectés en tant que Sarah. Si l'on inspecte les privilèges de cet utilisateur, nous pouvons constater que celui-ci dispose du privilège SE Impersonate Privilege, généralement attribué aux services et administrateurs locaux. Ici, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il existe de nombreux outils et techniques permettant d'exploiter ce privilège, notamment le bien connu Juicy Potato. Cet outil est une version améliorée de Rotten Potato qui permet d'obtenir les privilèges système sur une machine vulnérable. De manière assez basique, celui-ci vient simplement forcer l'utilisateur système à s'authentifier sur un composant sous notre contrôle, ce qui va nous permettre de récupérer un jeton privilégié que l'on va pouvoir utiliser via SE Impersonate Privilege. Dans le cas présent, nous allons télécharger une version précompilée de Juicy Potato, cependant je recommande toujours de lire le code avant toute compilation et exécution. Une fois l'outil téléchargé, nous allons pouvoir le téléverser sur la cible. Par la suite, nous allons démarrer un shell et valider la présence de celui-ci sur la machine. En effet, il est possible que l'antivirus l'ait supprimé. Dans le cas présent, pas de problème. Nous allons donc exécuter Juicy Potato avec comme charge utile notre implant. Si tout se déroule correctement, nous devrions recevoir un nouveau shell, cette fois-ci avec les privilèges système. Une fois les privilèges système obtenus, il ne nous reste plus qu'à venir lire les flags routes et utilisateurs. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.